Bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon amie Cynthia Fleury. Nous nous sommes connus quand nous étions tous les deux membres du comité consultatif national d'éthique, que je remercie d'autant plus de venir qu'elle a de multiples occupations, dont l'une, malheureusement, l'obligera à nous quitter à 10 heures. Et donc, le débat va être quelque peu raccourci. Elle a un train à prendre. Je la présente d'autant plus brièvement que nous avons peu de temps. Donc, Cynthia est à la fois philosophe et psychanalyste. Elle est professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers et de la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne. Parmi ses nombreux livres, je ne citerai que deux des plus récents. La fin du courage, publié en 2010, et plus récemment, Sigy la mer, sous-titré Guérir du ressentiment, publié en 2020, que nous avons le plaisir de vous offrir. Cynthia, la parole est à toi pour 45 minutes. Pas le faire marcher, voilà, ça y est. Merci André, je suis très heureuse d'être parmi vous et on va tout de suite passer au sujet qui nous rassemble ce jour. Donc vous voyez, je l'ai intitulé « Pulsions ressentimistes et sociétés contemporaines démocratiques ». Voilà. Donc qu'est-ce que le groll ? Le groll, ce mécontentement, voire ce ressentiment, ce grondement que chacun craint de ressentir un jour. Et Scheller, penseur très influencé par la phénoménologie husserlienne, le définit ainsi en 1912. Le groll indique bien cette exaspération obscure, grondante, contenue, indépendante de l'activité du moi, qui engendre petit à petit une longue rumination de haine et d'animosité, et ça c'est très important, sans hostilité bien déterminée, mais grosse, d'une infinité d'intentions hostiles. Donc nous allons sonder cette pulsion ressentimiste de l'homme, chercher à comprendre ses origines, son mode de fonctionnement, et si possible sa guérison, si tant est qu'une guérison soit possible, et bien sûr la question de la traduction politique dont elle peut faire l'objet, et comment cette clinique du ressentiment dit quelque chose de l'individu contemporain et de nos sociétés démocratiques. Alors en 2020 paraissait un article « The Tendency for Interpersonal Victimhood, the Personality Construct and its Consequences », alors qu'on traduit par « la tendance à la victimisation interpersonnelle, la construction de la personnalité et ses conséquences ». Je vous ai mis les refs, qui définissait un nouveau syndrome, la tendance à la victimisation personnelle, Tendency for Interpersonal Victimhood, le TIV, comme, je cite, un sentiment durable que le soi se retrouve victime dans les relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient. Ce syndrome du TIV présenterait, dit-il, des conséquences affectives, cognitives et comportementales. 4 critères le définissent plus spécifiquement. Le besoin de reconnaissance, l'élitisme moral, on va y revenir, le manque d'empathie et la rumination. L'élitisme moral, c'est quoi ? C'est ce qui renvoie, on pourrait dire, nous, à l'absolutisme moral et à la binarisation du monde, sachant que la victime se définit comme le garant de la supériorité morale. L'élitisme moral est utilisé, soulignent les auteurs, pour accuser les autres d'un comportement immoral, injuste, égoïste, et il rajoute, c'est une stratégie classique de défense contre les émotions douloureuses. Le manque d'empathie, c'est un trait caractéristique qu'on oublie très souvent de la victimisation, qui n'arrive pas en fait à se décentrer de sa propre souffrance, ce qui augmente l'agressivité et l'égoïsme du sujet. Enfin, la rumination, qui est une focalisation sur les symptômes de sa détresse, ses causes et conséquences, plutôt que sur les solutions possibles. Et ça, c'est vrai que c'est un des points essentiels du ressentiment, c'est de la construction de la non-issue, avec toute l'ingénierie subtile autour. Les auteurs rappellent qu'il n'existe pas nécessairement de relation, et ça aussi c'est très important, de causalité entre la victimisation et le traumatisme.
Développer une tendance victimaire relève en fait considérablement du contexte dans lequel les individus évoluent. La victimisation est identifiée comme un trouble narcissique. Les auteurs établissent un lien caractérisé entre ce syndrome et le désir de vengeance. Alors, définition philosophique du ressentiment. Nietzsche et Scheller ont défini en des termes moins cliniciens le mal de ressentiment, mais se sont attachés à démontrer comment l'agentivité du sujet est dévoyée par une telle perception qui confine, je cite, à l'auto-empoisonnement. Groll, c'est la rancœur, le fait d'en vouloir à. Et c'est très intéressant de voir cette falsification de la volonté qui se met en place. On voit comment ce « en vouloir à » prend la place de la volonté. Comment une sorte d'énergie mauvaise, noire, se substitue à l'énergie vitale, joyeuse, pourrait dire Bergson, et comment, effectivement, cette falsification de la volonté se met en place, une sorte d'empêchement de la bonne volonté. Une volonté, en fait, qui est structurée autour du mauvais objet. Intéressant de noter que le ressentiment atteint, selon Scheller, la faculté de discernement. Parce qu'il est lui-même, en fait, un mécanisme particulier cognitif, c'est un mécanisme d'indifférenciation et d'indétermination. Donc il y a vraiment une faille logique, une faille cognitive dans la question de la compréhension de qu'est-ce que c'est que ce mécanisme du ressentiment. Il faut comprendre comment l'hyperfocalisation nuit à la prise en considération de la complexité et de la pluralité du monde, c'est très arendtien, et comment celle-ci peut s'accompagner d'une sorte de contamination du regard. Le ressentiment provoque une déformation, je cite Scheller, plus ou moins permanente du sens des valeurs et comme aussi de la faculté du jugement. Alors pour configurer une clinique du ressentiment, individuel ou collectif, les définitions philosophiques et psychiatriques peuvent s'articuler d'un côté Hegel, Nietzsche, Scheller, pour décrire, on va dire, la dimension plus individuelle du ressentiment, et puis Adorno et Reich pour le décrire de façon plus collective, ça va être ensuite, et puis de l'autre, deux grands manuels, on va dire, enfin, ce n'est pas des manuels, mais c'est des classifications internationales des maladies, bien sûr, et puis le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Dans l'article présenté en introduction, l'important est de noter que le ressentiment, et là aussi c'est très important parce que c'est toujours posé comme la justification du ressentiment, le ressentiment n'est pas la traduction politique ou psychique de l'injustice, comme il est souvent présenté, parce qu'il peut être totalement décorrélé de la réalité sociopolitique de l'injustice. Dès lors, il convient de voir comment le ressentiment, qui est indissociable de la tendance à la victimisation, est foncièrement un phénomène psychologique. Il ne s'agit pas de le disqualifier, pour nier par ailleurs la réalité toujours plus criante des injustices et inégalités politiques. Ça, c'est un fait, et voilà. Mais on présente souvent le ressentiment comme le moteur de l'histoire censé résulter des injustices subies, alors même que tout mouvement social est ambivalent et traversé par des forces ressentimistes comme des forces anti-ressentimistes. Comme le conspirationnisme, par exemple, le ressentiment produit une même logique totalitaire. Prenons un exemple basique. Vous êtes riche, bien portant. Si vous êtes riche et bien portant dans cet univers inique, c'est que vous êtes complice de cet univers inique, car celui-ci est systémique et ne considère nullement la valeur individuelle des personnes. Dès lors, un tel renversement des valeurs ne peut produire qu'à l'avènement totalitaire, égalitariste au sens de réificateur. Et on y reviendra. En lieu et place, en fait, de la réification dominante, se déploiera quoi? La réification des dominés, devenant alors les dominants. Le cercle vicieux ne se rompt pas, il bénéficie simplement à un nouveau groupe. Le ressentiment n'est donc pas une pensée pour faire advenir la justice sociale, mais une idéologie, un rapport de force qui cherche à s'établir et à promouvoir les intérêts d'un nouveau groupe qui se juge spolié. Revenons à la définition philosophique du ressentiment. Chez Hegel, elle est résolument indissociable de la dialectique du maître et de l'esclave. Je cite Hegel, « C'est seulement par le risque de sa vie qu'on conserve la liberté.
qu'on prouve que l'essence de la conscience de soi n'est pas l'être, n'est pas le mode immédiat dans lequel la conscience de soi surgit d'abord, n'est pas son enfoncement dans l'expansion de la vie. Autrement dit, c'est en acceptant la confrontation avec le réel de la mort, comme on dit en langage clinique ou analytique, c'est en acceptant la confrontation avec le risque parésiastique, au sens de Foucault, le courage de la vérité, ou encore ce que j'ai pu appeler pour ma part le precium doloris, le prix de la douleur, à savoir le risque de la pensée comme prix de la vie, que la conscience de soi s'établit comme telle et se libère de la servitude mortifère. Donc, l'esclave. L'esclave ne désigne bien évidemment pas, chez Hegel, une position politique, ou alors une position politique au sens philosophique du terme, éthique, métaphysique, au sens où l'esclave est celui qui refuse de risquer sa vie. On retrouve cette posture de servitude volontaire résolument dans l'attitude ressentimiste, même bien évidemment si elle le nie. Cette description de l'esclave fait directement écho à celle que l'on retrouve chez Nietzsche lorsqu'il associe la morale dite des esclaves au ressentiment. Les vocables d'ailleurs pour désigner les individus épris de ressentiment sont les suivants. Je crois que vous les avez. Intoxication, il parle d'araignées, de tarentules, de carnassiers domestiqués, d'incapacité de faire face à l'aridité, face au désert. Donc on voit à quel point chez Nietzsche le désert est une épreuve qui produit la subjectivation, qui produit un principe d'individuation digne de ce nom. La foule des êtres manqués. Et puis très intéressant de voir que voilà, ça se corrèle à une absence d'intérêt pour l'évolution collective de l'homme. Le terme de troupeau, l'âme qui louche, ni franc, ni naïf, ni loyal. Voilà ce que c'est qu'un ressentimiste. Il s'entend, et ça c'est aussi absolument génial, à se rapetisser provisoirement, mais en l'occurrence, voilà, il construit une logique de repli, de prostration. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas nécessairement d'un côté, bien évidemment, ce serait trop simple, les esclaves, de l'autre les maîtres, mais qu'il existe souvent à l'intérieur de chaque sujet la dialectique du maître et de l'esclave. Vous connaissez également cette sentence, on a toujours à défendre les forts contre les faibles. La sentence est nietzschéenne et a donné lieu à quantité d'interprétations souvent assez à côté de la plaque et fascisantes. Le fort, en fait, c'est le fort en soi au sens de force de l'âme, de rectitude de l'âme, et non le puissant au sens de dominant. Donc défendre le fort contre le faible ne s'identifie là encore pas à défendre le puissant politiquement à un instant T contre le démuni. L'équation est bien plus sensible et le combat intérieur, spirituel, philosophique, défendre le fort, c'est défendre l'obligation d'une sublimation du ressentiment. Encore une fois, celui-ci peut être traversé, on peut connaître des phases comme ça, mais le ressentiment maintient, on l'a dit, le Groll, un approfondissement. Donc on est englué, on y succombe, on y reste indéfiniment coincé. Et donc c'est produire l'esclave en soi, ce qui veut dire c'est se soumettre à la passion mortifère. Le ressentiment est une dénaturation de la morale alors qu'elle prend les apparats de la morale. Et pourquoi elle est fondamentalement aussi une dénaturation de la morale? Parce qu'elle sépare l'homme de son action. Elle l'installe dans la réaction. Pathologie du ressentiment. Je regarde en même temps parce que tu fais face à... En fait, tu me bloques, André. Voilà. Oui, mais tout va bien. Hop, voilà. Pathologie du ressentiment. Lorsqu'il s'agit de définir plus cliniquement le ressentiment, prendre connaissance des critères posés par le DSM 4 et 5, on ne lancera pas le grand débat sur le DSM ici, est utile, ou la classification internationale des maladies, parce que pour le coup, vous avez la même chose également. Le ressentiment, bien évidemment, n'y est pas clairement défini en tant que tel, mais et c'est ça qui est intéressant, il est le noyau dur de quantité de troubles, dont celui dit de troubles oppositionnels avec provocation.
très typique de certains individus, très typique éventuellement d'un moi infantile, adolescent. Et ça se caractérise comment? Ça se caractérise par une attitude systématiquement négativiste, hostile, vindicative. La personne atteinte de ce trouble ne reconnaît jamais ses torts, provoque avec agressivité les autres, a des accès de colère non maîtrisés, mauvaise foi pathologique, susceptibilité exacerbée, donc c'est pour ça que c'est fondamentalement des troubles du narcisse blessé, désavoue toute forme d'autorité, mais vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, et ça c'est très, là aussi intéressant, désobéit sans nécessairement avoir accès au sens de cette désobéissance. Ça, vous le trouvez dans le DSM. Bref, se trouvant enfermé dans un comportement négatif récurrent, ne proposant pas de solution, ni de remise en cause de son comportement. Le ressentiment est permanent, les positionne en tant que victime-bourreau, puisque en gros, c'est la stigmatisation inversée qui vient restaurer un peu d'estime de soi. Il est intéressant de voir que le trouble aggravé de ressentiment peut parachever un trouble de l'attention, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il y a une faculté de discernement qui est atteinte, au sens où le sujet ne sait plus se nourrir du regard sur les choses, n'est plus apte à regarder avec concentration et donc à considérer ce qu'il voit comme nourriture spirituelle, pouvant dès lors faire son travail compensatoire, parce que bien évidemment on se nourrit de ce qui nous entoure, intellectuellement, affectivement, existentiellement. À l'inverse, ce qui est vu provoque de l'irritabilité, est identifié souvent comme hostile, du moins comme mettant en danger l'identité de l'individu, qui ne se jugera pas à la hauteur d'eux ou qui se considérera victime ou exclu ou discriminé, ne pouvant bénéficier de ce que les autres ont. L'antagonisme qui structure la posture du ressentiment est donc souvent associé à ces troubles de l'attention, ce qui est assez logique, car la concentration nécessite en fait pour exister une forme d'assentiment au monde, malgré tout, ce qui n'empêche pas la réalité critique derrière. Mais en fait, pour critiquer correctement le monde, il faut d'abord consentir à lui d'une certaine façon, ce qui est assez logique. Donc, concentration nécessite pour exister une forme d'assentiment, d'accueil, qui est étranger à la posture antagoniste. Et il y a quelque chose comme ça qui est bloqué, si vous voulez, chez le sujet. Comprendre quelque chose, apprendre à connaître, s'étonner simplement, s'appuie sur un régime d'attention particulier. Et à partir du moment où le sujet est azimuté, il ne peut plus produire aussi aisément cette attention qui lui serait pourtant tout à fait bénéfique et protectrice. On voit dès lors pourquoi préserver l'attention, et je veux en venir à ça, préserver la qualité de cette attention est essentiel, parce qu'elle est matricielle en fait de quantité de comportements cognitifs et sociaux, et inversement, le déficit d'attention va produire un certain type de dysfonctionnement. Donc on voit que ce n'est pas tellement, si vous voulez, le ressentiment produit nécessairement un déficit d'attention et un trouble d'attention. Mais faisons attention, parce que les réalités sont physiologiques, elles sont mécaniques. Plus on a et on travaille sur des régimes d'attention qui sont, malmenés par le monde d'aujourd'hui, plus on vient activer, si vous voulez, cette faiblesse ressentimiste qu'on a en soi. Donc c'est intéressant de voir comment on peut préserver véritablement la qualité de nos régimes d'attention dans les espaces publics, dans les espaces privés, parce qu'ils sont protecteurs pour nous aider à produire des stratégies, encore une fois, de résistance à cette pulsion ressentimiste. Le ressentiment apparaît également en troubles associés lorsqu'il y a une angoisse de séparation et déjà une première incapacité à faire face à la frustration, notamment parentale. Dans l'éducation se jouent alors des points essentiels qui n'empêcheront peut-être pas le ressentiment de poindre, mais qui donneront au sujet des capacités de résister à son emprise, voire de le dépasser. Savoir se séparer, comprendre le sens de la frustration, comprendre sa libération possible, et pas seulement son aspect déficitaire, c'est bien évidemment un enjeu clé pour orienter ses comportements futurs. L'éducation est un enseignement de la séparation, de cette aptitude à produire un jour une autonomie, consciente de son interdépendance, mais consciente également de sa solitude réelle. Ce jeu subtil de l'apprivoisement de la distance, l'apprivoisement de la coupure, en fait, c'est quoi? C'est la
symbolisation, la capacité de symbolisation. Autrement dit, qu'est-ce que permet la symbolisation? Elle permet de couper sans faire disparaître. Elle permet de maintenir la présence alors que c'est absent. C'est extraordinaire. On n'a rien et grâce à la capacité de symbolisation, on a tout. C'est quand même un très 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 grand enjeu de maintenir nos capacités de symbolisation. Or, on est dans un monde qui, en fait, désymbolise, et notamment par un usage de la technique qui préfère matérialiser et croire qu'elle va répondre à l'instant T à une demande, matérialiser, produire un certain type donc de satisfaction, et en fait, elle nous déshabitue à produire de la symbolisation et donc à faire face à un système de manque. C'est pas, encore une fois, je suis une très grande technophile, mais fondamentalement, il faut là aussi voir comment on peut veiller à ne pas encore une fois, renforcer ces systèmes de désymbolisation, parce qu'encore une fois, c'est dans ces systèmes de désymbolisation que se niche la pulsion ressentimiste. Donc cette frustration sublimée, symbolisation, Freud lui donne un nom, celui de culture, celui de civilisation. Il est impossible de ne pas se rendre compte en quelle large mesure l'édifice de la civilisation repose sur le principe du renoncement aux pulsions instinctives et à quel point elle postule précisément la non-satisfaction, répression, refoulement ou quelque autre mécanisme de puissants instincts. Ce renoncement culturel régit le vaste domaine des rapports sociaux entre humains et nous savons déjà qu'en lui réside la cause de l'hostilité, écrit-il, contre laquelle toutes les civilisations ont à lutter. Réprimer ses instincts et comprendre comment cette répression, bien évidemment, ne doit pas être un asservissement, mais une libération. Alors, hyperactivité, déficit de l'attention, déficit de la capacité à se séparer et à accepter la frustration et à la sublimer, déficit de symbolisation. À ce portrait de trouble, il faut rajouter, ce qui est classique notamment dans la schizophrénie, mais dans d'autres troubles schizo comme ça affectifs, les délires associés de persécution. Et c'est très important parce que vous allez voir que chez Adorno et Reich, quand on passe au niveau collectif, le délire de persécution, il est clé. Ce sous-type s'applique quand le thème délirant central comporte la conviction qu'on complote contre le sujet, qu'il s'est trompé, espionné, poursuivi, empoisonné, drogué, diffamé avec méchanceté, harcelé, entravé dans la poursuite de ses buts à long terme. Des problèmes mineurs peuvent être exagérés et former le noyau d'un système délirant, et souvent, le délire est centré sur une injustice à laquelle il doit être porté remède grâce à la loi. Et ça, c'est un autre des grands symptômes du ressentimisme, c'est ce qu'on appelle la paranoïa quérulente. C'est une passion pour la judiciarisation. Et la personne atteinte, souvent, entreprend des démarches répétées pour obtenir réparation en se pourvoyant en appel auprès des tribunaux, en faisant des réclamations auprès d'autres services publics, bref, en considérant que la justice devient le lieu de réparation essentiel, que la loi devient le seul discours faisant loi. Et sous-entendu, bien évidemment, la loi est en fait un super-moi. Donc ce n'est pas la loi. Les personnes présentant des idées délirantes de persécution éprouvent souvent du ressentiment et peuvent recourir à la violence contre ceux qu'ils croient coupables de malfaisance à leur égard. On voit ici la difficulté à laquelle sont souvent confrontés les cliniciens et plus généralement l'univers de la justice. Demander justice est bien sûr un acte nécessaire et absolument pas pathologique. Il faut le dire et le maintenir. Mais la paranoïa quérulente, à savoir cette capacité ultra-procédurière, cette volonté, ou plutôt cette croyance que la loi peut tout, bien évidemment, donnera forcément raison à la personne qui se croit lésée, autrement dit, la loi n'étant ici qu'un super-moi, imposant aux autres ce qu'ils croient, donc l'inverse donc de la loi. Et l'on retrouve l'argument nietzschéen qui considère que le désir de loi, c'est chez Nietzsche, peut être le parachèvement du ressentiment. Cette folie procédurière, cette manie est précisément étrangère à celui qui n'est pas mu par le ressentiment, et obtenir réparation par la loi
est quasiment impossible pour lui dans la mesure où il ne considère pas la loi comme une dynamique personnelle de réparation. Demander justice, ce n'est pas se faire justice. On voit ici que notre rapport à la loi est généralement assez vicié, une sorte de fétichisation de la loi, bien connue dans certains pays. On comprend mieux alors que cette contradiction, dénigrement de la loi d'un côté et absolue revendication de celle-ci, en fait, est au cœur du ressentiment, qui ne perçoit pas la nature de son délire en désirant précisément ce qu'il dit honnir. Cela ne signifie pas que nous ne devions, bien évidemment, nous passer de loi, bien évidemment, mais en revanche, il faut avoir à l'égard de la loi la plus grande des distances. En fait, on devrait utiliser la loi qu'en ultima ratio, en dernier recours. Nous retrouvons la contradiction interne à l'homme du ressentiment et ses pulsions, je cite Lacan, d'énamoration. Elles font également écho à sa personnalité passive-agressive, là encore très caractéristique des personnalités négativistes et dites oppositionnelles. Et de nouveau, il faut rappeler qu'on peut dire d'une personne, qu'elle est dans le ressentiment à partir du moment où un trouble envahissant et récurrent se fait jour, et non parce qu'elle peut traverser ce ressentiment. C'est encore une fois la fixation qui désigne le comportement psychotique et non sa traversée. Nous traversons tous en fait des phases psychotiques, des moments de psychose, mais nous les traversons, et ce qui fait de nous précisément pas des êtres dits psychotiques. Face au travail, par exemple, la personne est passive-agressive, autrement dit, par exemple, elle procrastine, s'en veut de procrastiner, mais est incapable pour autant de passer à l'action. Elle n'arrive qu'à vivre le déplaisir de son inaction, tout en considérant qu'elle n'est pas responsable de cette inaction, voire en n'identifiant pas cette réaction à une absence d'action. L'entêtement, l'inefficacité volontaire, tout cela peut également relever de l'attitude passive-agressive. Ce sont des caractéristiques posées dans le DSM et on sait que la résistance à l'oppression peut revêtir, bien évidemment, ce type d'inaction, mais très différemment, au sens où une résistance active peut délibérément dissimuler, procrastiner, se désinvestir, mais pour mieux préparer un investissement autre dans l'action et non précisément du passage à l'acte. Il faut comprendre que ce qui rend agressif l'homme du ressentiment, c'est précisément cette injonction à l'action, soit son interpellation directe dans la situation, son rappel de responsabilité. Pour lui, c'est strictement insupportable d'être ramené à son agentivité, à sa responsabilité, à sa possibilité subjective de se constituer en être agent. Et donc l'agression grandit si en plus on lui demande bien évidemment d'être performant davantage. Alors, c'est malgré tout un point important dans la clinique pour lutter contre l'emprise du ressentiment. Il ne faut jamais, et c'est en règle générale tous ceux qui traversent des phases lourdes, il ne faut pas obliger, dans un premier temps, à produire un résultat. Car si celui-ci n'arrive pas, il provoquera une déception encore plus difficile à supporter. Donc en fait, avant de poser un objectif, une finalité à l'action, il faut déjà tout simplement, de façon mécanique, vitaliste, reprendre le chemin de l'agir, du faire, de l'action. Ça peut être simplement marcher, se mettre en mouvement. C'est d'ailleurs toujours très très drôle et ça étonne toujours les patients. Cette vérité physiologique, puisqu'à chaque fois, ce qu'ils veulent, parce que nous sommes un monde conduit d'ailleurs par les systèmes volontaires, ils pensent qu'il faut d'abord récupérer la volonté pour produire une action. Et en fait, non. Très souvent, non. Il faut d'abord se motiver pour faire advenir quelque chose. Ils disent, voilà, non. Et moi, je leur dis souvent, je n'en ai que faire de votre motivation. De toute façon, elle n'est pas là. Donc, voilà. Donc, en fait, il faut produire une action. Il faut produire une action, même démotivée. Donc, marcher, par exemple. Marcher, marcher, marcher. Et c'est là où on voit que la vérité du mouvement est constitutive de l'homme, hein, vraiment, et de son intelligence, etc. Et c'est dans ce mouvement que ça va se calmer un peu, et petit à petit, alors bien sûr, avec toute une série de protocoles, on peut récupérer de la motivation, du désir, etc. Donc c'est fondamentalement vitaliste. Se mettre en mouvement. Et bien évidemment, à l'occasion de cette marche, on peut tenter le déploiement d'une attention.
Mais en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est là où se joue aussi une moralité. Parce que c'est tout sauf simple, quand vous êtes face à quelqu'un qui est dans le ressentiment, de lui faire accepter cette humilité-là. Et c'est ça qui est très intéressant. Et on voit que c'est une posture morale, se mettre simplement en mouvement. Voilà, c'est accepter l'humilité d'une telle démarche. Et c'est déjà immense. Or, nous l'avons vu, il y a une réelle perte d'humilité chez les sujets atteints du ressentiment. Et on découvre, ce n'est pas vraiment une découverte bien sûr, que l'humilité est une capacité et non pas une insuffisance. C'est une version conscientisée en fait du manque qui est le nôtre, tout en étant une tentative du refus de la déresponsabilisation, sans pour autant verser dans le délire de la toute-puissance, croyant qu'on peut faire disparaître ce manque. Donc c'est une qualité extraordinaire, l'humilité, parce que ça produit à la fois, fondamentalement, c'est ce qui permet presque, c'est matriciel de cette capacité de symbolisation. Le manque, telle est la grande question de la naissance. Comme dit Blanchot, naître, c'est manquer. Et on pourrait rajouter avec Freud, ce sera ensuite sublimer le manque. Et l'on pourrait ici ouvrir une réflexion avec la pensée d'Arendt, et notamment avec son principe philosophique et politique de natalité, puisque voilà, la politique viendrait parachever, si j'ose dire, ce que l'on fabrique avec cette question du manque originel. Alors, approche philosophique du ressentiment collectif. Si Adorno et Wilhelm Reich peuvent être convoqués pour dire quelque chose des liens éventuels entre ressentiment et démocratie, alors même que leurs travaux font plus spécifiquement référence au phénomène historique fasciste, c'est parce qu'ils manient les notions de réification, de reconnaissance, d'aptitude à la liberté et notamment cette notion qu'on trouve chez Adorno d'égalitarisme répressif, et qui nous rappelle assez grandement le schème tocquevillien sur la passion de l'égalitarisme comme pathologie de la démocratie. Tous deux montrent que le fascisme, avant d'être un phénomène historique et politique, est en fait prioritairement un phénomène psychique, psychologique. Avant le fascisme politique, il y a ce que Reich nomme le fascisme en moi, ou ce que Adorno appelle la personnalité à potentialité fasciste. Et au cœur de ces psychismes viciés, il y a bien sûr la notion de ressentiment, de déresponsabilisation du sujet, de projection délirante, victimisante. Adorno est un penseur clé pour se saisir du problème du ressentiment dans son processus individuel et collectif et pour comprendre comment y résister. Du moins, quel type de personnalité peut s'en extraire. Et Adorno va chercher à comprendre les mécanismes de la pensée fasciste, son identification avec le faible, mais surtout le retournement déterminant qu'il s'agit d'opérer. Car le fascisme, dans son acceptation de masse, fonctionne autour de cette vengeance du faible, mais avec une identification petit à petit au fort, vengeant les faibles. Il faut en fait ce retournement du narcissisme blessé, une forme de restauration narcissique, pour que le fascisme s'installe plus durablement et avec une violence enfin assumée, alors qu'elle pouvait par le passé se dissimuler comme toute technique faible de défense et de réaction. Adorno parle donc d'égalitarisme répressif, notion particulièrement pertinente quand on veut saisir ce rapport ambivalent au chef qui saisit les groupes. Un rapport au chef comme en fait une extension de soi-même, de ce soi faible, de ce faux self, pouvant enfin assumer tous les démons pulsionnels sans que personne ne vienne l'en empêcher. Un délire infantile de toute puissance, c'est assez évident. Et bien sûr, si on fait du fascisme un moment psychique, d'abord, on peut mieux comprendre pourquoi ce qui est dit des sociétés fascistes, en fait, peut tout à fait valoir pour la démocratie et peut nous permettre de mieux, au contraire, construire les garde-fous à l'intérieur de la démocratie pour se prémunir sur ces dérives-là qui viennent atteindre notre psychisme. L'individuation dans ce système-là n'a aucune place.
Et le chef, s'il donne l'illusion d'un individu libre, désaliéné, en fait, n'en est pas un. Il est le grand réifié. Celui qui a poussé au maximum son devenir chose, il est dans le déploiement maximal, tout puissant de la régression, mais sans jamais pouvoir accéder à soi. Et Adorno de donner cette définition du fascisme qui fait écho à la maladie même du ressentiment, à sa réalité psychotique majeure, je vous l'ai inscrite, la dictature des malades de persécution qui réalisent toutes les angoisses de persécution de ses victimes. Voilà ce que c'est que le fascisme. Dans les années 1950, Adorno continue d'élaborer ses théories sur la personnalité, et notamment celles qui pourraient être à l'origine des potentialités fascistes. Et celles-ci voient converger différents traits comme, vous le voyez, le conventionnalisme. Et là aussi, ça fait vraiment écho à des choses qu'on retrouve chez Tocqueville lorsqu'il parle de conformisme, du cercle de la pensée, enfin des choses qu'on connaît plutôt bien. La servilité autoritaire, l'agressivité, bien sûr le penchant à la projection, Lacan pourrait dire, voilà, c'est des fous furieux, non pas du réel et du symbolique, mais de l'imaginaire. Et bien évidemment, un être se maintient avec une composition des trois. Et donc, c'est des hypertrophies de l'imaginaire, en gros. Le penchant à la projection et à la manipulation. Laissons un instant l'explication de la personnalité fasciste et utilisons Adorno pour faire le lien entre ressentiment et réification. L'autre nom de la réification, à savoir la rationalité instrumentale, et notamment, pourquoi pas, celle du capital, est d'installer l'individu comme la proie de désirs qui ne sont pas spécifiquement les siens. Mais une fois coincé dans cette rivalité mimétique bien connue des lois psychiques, l'individu désire ce qu'il n'a pas et s'enferme dans un régime de frustration permanente, lui faisant désirer ce qu'il croit être nécessaire pour être reconnu comme sujet. Donc cette boucle entre réification, reconnaissance manquée, ressentiment, nous la connaissons bien et nous la percevons encore lorsque Adorno, Horkheimer, d'autres nous expliquent la manière dont opère l'industrie culturelle pour enserrer l'individu, consciemment ou inconsciemment. Et de nos jours, en fait, nous pourrions dire les choses de façon semblable. Il est étonnant de noter que le grand mouvement de dénarcissisation, opéré notamment dans le monde du travail, autrement dit le fait que l'individu se sente dans le monde du travail souvent remplaçable, interchangeable, précarisé, mis à disposition, sous pression permanente, et qui devient arbitraire vu son caractère incessant, ce phénomène de dénarcissisation, en fait, fonctionne très bien avec l'autre bout de la chaîne du travail, à savoir l'univers de consommation, visant, lui, à renarcissiser l'individu pour qu'il soit peut-être à même de revenir travailler, en obéissant peut-être aux mêmes règles ineptes et désingularisantes, mais on voit que d'un côté, il y a une décompensation psychique forte, et de l'autre, il y a une super compensation technologique. De l'autre côté, on produit des biens addictogènes, habilités seulement à compenser, bien sûr, de façon éphémère, car le sujet doit être maintenu dans un sentiment de fébrilité pour revenir au divertissement compensatoire et faussement renarcissisant. Donc on a des boucles comme ça, dénarcissisation, renarcissisation, etc., etc. Et ça, je dirais que les plateformes du divertissement ont, je pense, bien compris ce système-là. Et on a des économies basées, on pourrait le dire comme ça, des économies basées sur à la fois de la dénarcissisation et de la renarcissisation. Bon. Pour saisir la nature du ressentiment collectif et surtout son avènement, et j'en conclus, la manière dont la masse choisit un leader, la manière dont elle est responsable et non seulement suiveuse, il faut se reporter à la psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich, 1933. Reich est intéressant parce qu'il prend en considération la responsabilité de la masse. Cette responsabilité masquée par la revendication d'un apolitisme. On comprend plus aisément grâce à lui comment, petit à petit, de façon latente et irrémédiable, les individus se constituent en accord dont les parties ne sont reliées entre elles que par le ressentiment, comment ce corps abject, déformé, va délibérément identifier un leader
pour permettre l'officialisation de la pulsion mortifère. En somme, pour donner libre cours à la rumination présente depuis longtemps et qui le ronge. Je vous ai laissé quelques, donner quelques références ici. Hitler n'a pas seulement fondé son pouvoir sur des masses jusqu'alors peu politisées, mais il a pu, dit-il, Reich, assurer sa victoire légale par la mobilisation de pas moins de 5 millions d'anciens non-votants, de citoyens apolitiques. Et Reich de montrer que cet apolitisme, en fait, revendiqué n'est pas du tout une neutralité, une indifférence, mais en fait, c'est une latence qui est celle de la dissimulation du ressentiment personnel, qui attend son heure, sans avoir conscience de cette attente, c'est cela ruminer, qui approfondit son mal-être, à défaut d'approfondir son action, et qui volontairement, consciemment ou inconsciemment, se dessaisit de sa responsabilité personnelle. Voilà, je crois que j'ai fait 45 et je vous remercie. Et voilà. Bien, un grand merci Cynthia pour cet exposé très, très riche et stimulant. Nous avons peu de temps, donc la parole va être à la salle. Je rappelle simplement la règle, ces débats sont enregistrés, seront transcrits, donc vous êtes priés de vous présenter au début de votre prise de parole. La parole est à la première ou au premier qui la demande. Il y a un micro baladeur dans la salle. Michel Bon, ancien dirigeant d'entreprise. Vous nous avez décrit le malade avec les symptômes. Honnêtement, on aurait cru un portrait de Mélenchon par un éditorialiste du Figaro. Est-ce que c'est une pure coïncidence ou non? Mais ma question est, vous me direz, mais quand même ça m'intéresse, mais ailleurs, ma question est, le numérique pousse quand même énormément l'individualisme. Enfin, c'est un accélérateur de l'individualisme. Alors, ça ne rend pas très optimiste sur votre affaire, parce qu'on comprend que tous ces malheurs viennent de l'exacerbation de l'individu. Comment vous voyez un peu l'avenir avec tout ça? Alors, je suis un grand défenseur de l'individualisme méthodologique. Donc, en gros, j'ai essayé toujours dans mon travail de faire la différence entre ce que l'on appelle sommairement l'individualisme, et on va dire, et on vous pardonnerait pour être aussi caricatural, mais voilà, tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce système de repli, un peu d'égocratie, etc. Et puis ce que j'ai défendu maintes et maintes fois dans mes livres sur la question du principe d'individuation, et qu'est-ce que c'est qu'un principe d'individuation correctement mené. Et j'ai toujours défendu le fait que, au contraire, la démocratie et le principe d'individuation sont absolument liés. Donc l'individu n'est absolument pas un danger pour la démocratie. L'individu, à un moment donné, s'il produit, et si la démocratie l'aide également à produire un principe d'individuation digne de ce nom, il est même le seul à pouvoir défendre la démocratie. Parce que c'est le seul qui la désire. Donc c'est très important de comprendre que cette affaire de psychisme que souvent on dévalue comme et on considère que c'est de la dépolitisation, en fait, non. On voit bien que pour que précisément la politique reste la politique, il faut que d'une certaine manière le psychisme soit également étudié en tant que tel. Parce que le psychisme est la construction des principes d'individuation. Et donc un individu, c'est un régime d'attention particulier. Et donc tout mon travail, c'est de produire des régimes d'attention qui seront précisément des régimes qui vont être intéressés pour maintenir des conditions collectives de création de ces régimes d'attention, et ce que Reich a appelé l'aptitude à la liberté, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que la question, c'est pas de savoir si je suis optimiste, pas optimiste, etc., mais que nous sommes aujourd'hui, de toute façon, comme les mondes ont toujours été ambivalents, aujourd'hui, il y a tout. Il y a tout pour produire des principes d'individuation dignes de ce nom, heureusement. Et puis, il y a également des vents contraires. Et donc, ça, oui, il faut et on ne perçoit peut-être pas toujours ces vents contraires comme étant des points qui viennent nous déstabiliser par rapport à notre capacité de protéger la démocratie. Et c'est ça que j'ai voulu, à un moment donné, appuyer sur cette capacité de la symbolisation. On a des rapports à la symbolisation qui sont, là aussi je vais caricaturer, et pardonnez-moi, on va dire comme si c'était une fonction littéraire.
la symbolisation. Or, c'est une fonction politique essentielle. Donc mon propos, si vous voulez, c'était aussi de rappeler ça. Tu n'as pas répondu sur Mélenchon. Ah, oui, vous avez vu, tchoung, c'est parti, dis donc. Mais ça a appelé une réponse, j'ai plutôt saisi que c'était une ironie, non? Enfin, je sais pas. Donc... Bonjour, Nicolas Arpagian, je suis au conseil d'orientation de l'Institut. Diderot, une question sur... Parce qu'on voit bien le caractère potentiellement problématique, effectivement, de ce ressentiment, malgré sa présence et sa diffusion dans un grand nombre d'esprits. La question, c'est est-ce que ça peut avoir des vertus? Vous évoquiez le manque originel. Un entrepreneur est quelqu'un qui, en général, a une innovation parce qu'il ressent un manque, il y a quelque chose, il a une frustration, il ne trouve pas un outil, un service, il le crée. Un politique prétend qu'il est ou elle est l'homme providentiel parce qu'il considère que par rapport à l'offre, il est. Et donc, est-ce qu'il faut être atteint de cette, alors je n'ose pas dire pathologie parce que je n'ai pas les compétences pour la qualifier, mais pour être un entrepreneur, une entrepreneuse ou un dirigeant, une dirigeante, est-ce que c'est une composante nécessaire et cette fois-ci peut-être avec un potentiel vertueux ou créateur et pas uniquement subi? Alors, la réponse est non. Le ressentiment est toujours un désastre. Alors, en revanche, le ressentiment n'est pas la frustration. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Donc, la frustration, vous allez avoir une frustration, c'est l'épreuve de vie de chacun. Et puis, vous allez construire individuellement et puis collectivement, avec le contexte qui vous entoure, des stratégies de dépassement de cette frustration. Bon. Et ça s'appelle la sublimation, au sens freudien du terme. Donc, les entrepreneurs, les créateurs, enfin, nous faisons continuellement cela. Et c'est ce qui produit un sujet. Précisément, le ressentiment, c'est cette incapacité, c'est ce déficit de faire de la frustration quelque chose. Donc, c'est très compliqué. Et donc, à ce moment-là, vous êtes rongé et vous rentrez dans un système de rumination. Et alors, toute la question, c'est très compliqué, encore une fois, parce qu'on ne sait pas pourquoi tel sujet va à jamais être enfermé dans une spirale ressentimiste et pourquoi tel autre va produire une résilience. C'est extrêmement compliqué parce que ce qui est intéressant de montrer, c'est de dire au moins que le ressentiment n'est pas la traduction politique de la souffrance et de l'injustice. Et ça, je pense qu'il faut le dire et le redire parce que c'est toujours ce qui est posé. Et c'est faux. C'est cliniquement faux. Vous pouvez avoir des sujets qui n'ont vécu fondamentalement aucune injustice et qui sont, comme disait Bourdieu, victimes d'un délire de position et de persécution totalement décorrélé du traumatisme qu'ils ont vécu. Vous pouvez avoir des gens qui ont vécu un traumatisme, qui sont dans le ressentiment. Vous pouvez avoir des gens qui ont vécu les pires traumatismes et qui n'y sont pas. Voilà. Donc, et la question est de savoir, et vous avez ceux qui flirtent. Et donc ça, quand on est en face à ça, je dirais que dès qu'il y a une conscientisation, allez, c'est possible. Mais c'est vrai que ça les rattrape et ça, je n'ai pas de réponse à cela. Moi, mon travail en tant que philosophe ou psychanalyste, c'est malgré tout de considérer que à la fois l'individu va pouvoir traverser, même si peut-être il ne peut pas, mais au minimum, la clinique que je lui propose est une clinique de l'agent qu'il est, et je restaure et je tente de restaurer cet agent-là, non seulement parce que ça me paraît être la seule clinique viable, éthiquement, et par ailleurs, pragmatiquement et politiquement, pour la société, c'est définitivement la seule. Je ne crois absolument pas au ressentiment comme grand moteur de l'histoire, si vous voulez. C'est un grand moteur de l'histoire, mais pas dans sa version, comme on dit, voilà. Mais bien évidemment, c'est un grand moteur de l'histoire et des grandes phases de régression et de passage à l'acte, etc., etc. Maintenant, voilà. Donc, tout mon travail, c'est de voir comment on peut, malgré tout, ne pas simplement provoquer l'histoire par ces grandes phases ressentimistes. Et résultat, ressusciter chez les autres, vous voyez, une envie de résister et de contrer cela. Denis Gauthier-Sauvagnac, ancien syndicaliste. Les dernières phrases de vos propos tout à l'heure m'ont terrifié.
Je ne savais pas que Reich, et nous l'avons appris par Reich si je comprends bien, que Hitler était arrivé légalement au pouvoir grâce à 5 millions d'abstentionnisme. Si on revient au titre de votre conférence, est-ce que notre démocratie française est menacée par les 50% d'abstention ou les 40% d'abstention dans les grandes élections? Alors, c'est heureusement, pas nécessairement, parce que ce que voulait montrer Reich, c'était vraiment sortir de ce mythe du leader qui fait basculer la foule. Je crois que c'est vraiment ça qui était important, parce qu'on pouvait y avoir une compréhension, et donc il voulait absolument montrer qu'en fait, avant un fascisme politique, historique, etc., il y a un fascisme effectivement psychique en soi, et c'est l'agencement de ce front victimaire qui choisit, Reich dit, n'importe quel chef, à partir du moment, donc voilà, c'est-à-dire que c'est pas, oui, il peut être plus ou moins charismatique, etc., mais c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est qu'il choisit celui qui va pouvoir consolider ce délire de persécution. Donc celui qui est assez finot pour comprendre comment calmer ce délire de persécution fera l'affaire. Et c'est pas très compliqué de savoir faire ça. Il suffit d'aller dans le sens de la persécution, si j'ose dire. Donc c'est assez intéressant parce que, encore une fois, on est toujours... On met toujours, entre guillemets, le rôle du leader à un endroit qui n'est pas juste, en tout cas dans l'avènement d'un ressentiment collectif politique. Alors, est-ce que dans la démocratie, c'est un tout petit peu, malgré tout, différent, dans le sens où, oui, l'apolitisme, c'est toujours dangereux, malgré tout. Oui, c'est toujours dangereux parce que, fondamentalement, c'est la fameuse... le non-choix est un choix. Donc, c'est pas rien de nouveau sous le soleil, chacun le sait. Maintenant, malgré tout, vous pouvez avoir, heureusement, une cartographie un peu plus ouverte, non pas de l'apolitisme, mais de l'abstentionnisme, parce que tout abstentionnisme n'est pas de l'apolitisme. Donc, malgré tout, si vous voulez... Non, je dirais qu'on n'a pas un réservoir de danger absolu simplement focalisé là-dessus. Mais ce désinvestissement, encore une fois, ce fait de se couper de l'acte politique, ça c'est un danger absolu. En revanche, il faut bien comprendre que, heureusement, on a une définition extensive de la politique. Il suffit d'interroger les jeunes gens aujourd'hui. On présente les jeunes gens comme apolitiques, c'est faux. Ils sont politiques, ils sont très politiques, sauf que leur rapport à la politique à l'instant T passe pas nécessairement par une militance de type traditionnel avec, je ne sais pas, être lié à tel ou tel parti, mais quand ils parlent d'impact, c'est bien évidemment un autre nom pour dire politique. Donc ils ont un sentiment que faire de la politique demain, c'est défendre la responsabilité sociale de l'entreprise, ou d'avoir une raison d'être, ou de faire de l'association et d'avoir une certaine manière de faire des affaires. Enfin, vous voyez, ils déplacent et ils font de la politique autrement. Je voudrais rebondir sur la question précédente. Je reprends la formule de Max Scheler que tu évoquais au début de ton exposé, qui décrit leur sentiment comme ça: exaspération obscure, longue rumination de haine et d'animosité, grosse d'une infinité d'intentions hostiles. Comment se fait-il qu'un philosophe allemand mort il y a plusieurs décennies fasse un portrait de la France actuelle aussi ressemblant? Tu es délibérément... taquin. Non, mais d'abord, je pense que malgré tout, France ou pas France, voilà, c'est sans doute un portrait de ce qu'il peut y avoir de plus dommageable dans un individu traversé, encore une fois, par cette pulsion ressentimiste. Et donc, ça se joue. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, est-ce que, peut-être qu'on découvrira un jour qu'il y a des gènes absolument déterminants et qui nous rend fébriles sur tel et tel point. Bon,
Mais malgré tout, on voit que c'est une très très grande affaire de continuum, et c'est une très grande affaire d'éducation. C'est une très grande affaire de construction comme ça, culturelle, de contexte, et qui fait que c'est pour ça que le combat sur les valeurs, en fait, il est tout sauf réactionnaire, si j'ose dire. Le combat sur la manière dont on éduque globalement nos enfants, il est constitutif pour produire ensuite des capacités de résister à ces amertumes, enfin, j'aime pas prendre le terme d'amertume, mais à ces ressentiments qui nous submergent. Alors, pourquoi moi, je suis toujours... Je n'aime pas dire quelque chose en stéréotypique de tel peuple est comme ci, comme ça, etc. Je perçois en tout cas de manière individuelle que les individus ont quantité de ressources. Après, sincèrement, il faudrait travailler avec un sociologue spécialiste des tropismes culturels, etc., pour comprendre pourquoi, malgré tout, culturellement, la France a des réflexes qui, parce que quand même ils existent, qui sont de ce côté négativiste. Voilà, ça renvoie à son histoire, mais ça, il faudrait travailler faudrait redemander à Théodore Zeldin de revenir sur les questions des passions françaises qui nous structurent. Mais parce que sincèrement, je ne sais pas. Didier Martin, avocat, vous avez cité Tocqueville qui a fait cette analyse dans son livre sur l'Ancien Régime, sur cette volonté à tout prix d'égalité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est impossible d'avoir une analyse comparable pour avoir le prolongement de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, est-ce que l'on ne peut pas identifier dans les caractéristiques d'une société, dans les structures politiques d'une société, des éléments qui conduisent à ce ressentiment ? Une fois de plus, je crois que Tocqueville l'a fait formidablement bien, et donc est-ce que c'est impossible aujourd'hui de faire un exercice comparable ? Alors, ce qui était intéressant chez Tocqueville, c'est qu'il avait posé comme ça des grandes équations de travestissement des principes démocratiques et qui font que ce qui est dit dans son temps continue de valoir pour la démocratie. Et c'est vrai que l'équation tocquevillienne, si j'ose dire, c'est de dire qu'en démocratie, un principe a tendance, de manière très démocratique, et c'est ça qui est compliqué, à devenir une passion. Et donc, cette équation de travestissement, cette entropie, entre guillemets, avec un E, démocratique, voilà, principe de liberté, on voit ce que c'est, responsabilité, auto-limitation. Passion de la liberté, c'est de la toute-puissance. Principe d'égalité, on voit très bien ce que c'est. C'est essentiel, c'est reconnaissance des différences, etc. Passion de l'égalité, ça va être l'égalitarisme, et si on est chez Adorno, égalitarisme répressif, puisque bien évidemment, ça vient détruire la question de la singularité. Et pareil, principe d'individuation, et on voit la question de l'individualisme qui pointe et qui est dysfonctionnel. Donc, ça, malgré tout, ça reste valide. Aujourd'hui, vous avez quand même quantité d'auteurs, que ce soit des sociologues, des anthropologues, etc., qui viennent expliquer, je dirais, les grands invariants qui constituent les sociétés démocratiques. Donc, on ne va pas faire la compétition entre les uns et les autres, mais on voit... Et c'est pour ça que c'est intéressant, si vous voulez, de moins se poser la question du bon gouvernement en démocratie que de se poser fondamentalement la question qui est un peu plus matricielle et qui descend et qui est celle de l'éducation, du soin. Voilà, parce que c'est ça qui crée les conditions de possibilité demain d'un peuple qui sera intéressé par la question, non pas du bon gouvernement, mais de l'autogouvernement. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, et c'est ce renversement-là qui fait qu'on a toujours, à tort, tendance à travailler sur la démocratie
par la question de la procédure, du vote, etc. Alors fondamentalement, la démocratie, c'est ce qui nous permet de produire les conditions de l'expression d'une rationalité publique. Et ça, c'est essentiellement de l'éducation et du soin. C'est ça qui est prioritaire. Fondamentalement, si on avait ça, la question du vote, ensuite, on s'en ficherait pas mal, parce que c'est pas ça qui est déterminant dans la démocratie. C'est au contraire comment on produit chaque jour des formes de gouvernance, comme dirait Foucault, de gouvernementalité qui sont très plastiques, en fait, et qui sont assez réduites par l'exercice actuel de la démocratie. Mais ça, là, pour le coup, je vous renvoie aux travaux que j'aime beaucoup de Dominique Rousseau sur tout ce qu'il appelle la démocratie continue et qui essaye justement de voir comment on peut se repenser d'une certaine manière la liberté des modernes. Bonjour Madame, Anne-Françoise Berton, conseil en innovation dans la santé. Je souhaiterais avoir votre avis sur nos petits citoyens. Je suis frappée par la croissance dans les écoles et les collèges du nombre d'enfants diagnostiqués avec le syndrome TDAH et le fait que, justement, en termes de pédagogie, ce qui est proposé, ça relève d'un traitement spécifique particulier, presque parfois stigmatisant, puisqu'il faut reconnaître souvent un handicap pour que les enseignants puissent dédier du temps à ces enfants-là. Et la croissance, non seulement en France, mais dans d'autres pays d'enfants, est-ce que ce n'est pas finalement plus facile de dire qu'il y a une croissance exponentielle des TDAH et que ce sont des enfants malheureux, qu'il faut les traiter différemment et de construire une société de l'éducation avec les autres? Et qu'est-ce que vous conseilleriez en termes d'éducation, puisque les enseignants ne sont pas forcément formés à l'intégration du ressentiment chez un bon quart des enfants de leur classe dans la pédagogie? Alors c'est compliqué parce qu'on est dans un monde, ça n'aura échappé. Alors, donc le trouble de l'attention avec hyperactivité, qui est un grand... voilà, on est rentré dans le grand narratif, le nouveau grand narratif. On a les HPI, on a les comment dire, les HPE, donc les hauts potentiels émotionnels, dits hypersensibles, les hauts potentiels intellectuels, les TDAH. Enfin, on est de toute façon, on voit très bien qu'on est dans un monde de pathologisation. C'est pour ça que je disais, on ne va pas lancer le débat sur le DSM, parce que le DSM qui est passé de 200 pathologies à plus de 400, enfin bref, donc on perd un peu, bien évidemment, la tête. Et puis derrière, bien évidemment, se joue une économie de la pathologie, parce que c'est des enfants de plus en plus mis sous traitement de plus en plus tôt, avec fondamentalement des conséquences qu'on maîtrise plus ou moins. Et on voit bien que c'est toujours ce même réflexe un peu rapide, parce que c'est un monde qui va vite. Je vous renvoie aux travaux de Rosa, qui a bien travaillé sur ce phénomène délirant de la modernité, qui considère que la seule vitesse qu'il doit avoir, enfin la vitesse au sens de mouvement, c'est précisément la vitesse. Enfin, je veux dire, or, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que chacun sait que la question du mouvement ne vaut que si on peut accélérer et décélérer. Enfin, je veux dire, c'est pas très... donc, on est dans un monde qui, si vous voulez, désynchronise de manière très, très, très forte les régimes techniques et puis, bien sûr, les régimes politiques qui ne peuvent pas suivre. Parce qu'un régime politique, c'est un régime humain, c'est un régime d'attention humaine. Et donc, nécessairement, il faut pouvoir vivre, ressentir, comprendre ce qui se passe, même émotionnellement. Donc, vous avez aujourd'hui ce maelstrom-là, et puis, bien évidemment, ça atteint les enfants. Alors, moi, je ne suis pas... comment dire, le système des écrans, de ceci, de cela. Alors, est-ce qu'il y a réellement plus de TDAH? Vous savez qu'il y a des revues de littérature là-dessus, en veux-tu, en voilà, parce que c'est le même problème aussi avec l'extension du domaine de la dépression. Donc, est-ce que on est vraiment sur de la dépression, pas de la dépression, de la fatigue, de l'épuisement, etc. Bon, en tout cas, on voit que
la santé mentale va être le grand terrain de réflexion qui avait été trop délaissé. Et juste un point, pour une raison aussi très simple, pourquoi la santé mentale va devenir absolument déterminante dans les prochaines années, alors qu'elle était un peu comme ça sur le côté, parce qu'on a une transition épidémiologique, quand même, de l'infectieux vers le chronique. Et si vous voulez, les maladies chroniques, on oublie de dire que, en fait, c'est aussi beaucoup de syndromes, de détresse, d'ailleurs de santé mentale. Parce que c'est ça, vous comprenez bien que d'être malade à vie ou pendant 20 ans, ou etc., ça construit un rapport à la santé mentale qui est totalement différent. Donc, ne serait-ce que pour ça, il faut sortir cette idée de la santé mentale. La santé mentale fait partie de la santé, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, on n'est pas là pour pathologiser certains, mais pour essayer de comprendre. Bon, alors sur les jeunes gens, je suis trop longue, pardon. Le TDAH, écoutez, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses possibles. Premier point, on a une école, pardon encore pour les caricatures, on a une école qui est encore trop peu, qui accepte, et puis c'est absolument pas gérable avec les nombres d'enfants qu'elle gère, qui accepte trop peu de travailler précisément avec la question du mouvement. C'est terrible, avec la question du corps. C'est terrible à dire, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, croire qu'à 2 ans, vous faites ce qu'on appelle de l'épistémologie naïve, du rapport aux maths, en étant assis sur une chaise, c'est faux. Donc, les neurosciences, etc., vous montrent qu'un enfant, il va aller vers les connaissances, le rapport au monde, l'intelligence spatiale, le machin, le rapport aux mathématiques, etc., en bougeant son corps. Donc, bouger son corps, ça veut dire que si vous avez une classe, il y a 25 enfants qui bougent leur corps pour apprendre, vous comprenez qu'il y en a un qui pète les plombs et qui s'appelle l'enseignant, et ce qui est normal. Si, bien sûr, et donc il dit tout le monde assis, mais sauf qu'en faisant ça, en tout cas pour beaucoup, il empêche de produire un système d'apprentissage et un système exploratoire digne de ce nom. Donc, c'est tout bête. Tout d'un coup, vous permettez ça, et tout d'un coup, l'enfant est possible. Alors, tous les enfants ne sont pas comme ça, mais une très, très grande partie sont comme ça, filles ou garçons, ce n'est pas le problème. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses toutes bêtes de repenser quand même nos ergonomies d'apprentissage, nos manières d'accueillir ce qu'on appelle les neurodiversités, etc., dans l'enseignement. Et c'est très intéressant de voir que c'est les neurosciences, dernièrement, Stanislas Dehaene en premier, etc., c'est les neurosciences qui sont en train de réhabiliter des choses qui étaient dites par les sciences de la pédagogie depuis Mathusalem. Donc, et là, on le voit véritablement, entre guillemets, avec les imageries, que sais-je, etc. Je sais pas mon univers de méthodo. Donc, rien que cela, si vous voulez, une autre manière de penser la question de l'apprentissage, du système exploratoire, etc., c'est important. Juste un dernier point, c'est une question trop immense et donc je serai que déficitaire pour vous répondre, mais vous avez des enfants qui aujourd'hui, et ce n'est pas que problématique, qui fonctionnent de toute façon avec des écrans. C'est-à-dire que pas leur premier, mais une des grands interfaces de rencontre avec le réel, c'est d'abord par la question digitale. C'est pas rien. C'est-à-dire que quand même, ça va modifier grandement le rapport aux premières perceptions. Parce que sincèrement, il y a des quantités d'enfants vont d'abord découvrir quantité de choses par cela, et ils le font de manière générative. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui apprennent. Et c'est pas que déficitaire, ça. C'est des choses également intéressantes. Donc, ça va mobiliser, d'autres régions cérébrales, tout ce que vous voulez, mais ça veut dire que nos systèmes, si on n'accueille pas cette manière qu'ont les enfants aujourd'hui de déployer de l'exploratoire, ça aussi, c'est problématique. Je ne sais pas si je suis assez claire, parce que je veux aller vite, et puis c'est pas une bonne manière de faire. Bernard Fialaire, médecin et sénateur. Je voudrais d'abord remercier l'Institut Diderot de la chronologie de sa programmation, parce que je me demande si le ressentiment n'est pas à l'origine du wokisme
Et j'aimerais avoir Ah. votre réflexion sur cette notion. La deuxième chose, est-ce que vous avez parlé des écrans auxquels sont soumis les enfants? Est-ce que le portable que tout le monde a dans la main ne prive pas maintenant de l'expérience de la solitude, parce que le prolongement de toute relation est maintenant entre les mains de chacun, et ça ne prive pas cette symbolisation justement de la solitude qui constitue un peu nos êtres. Alors, là aussi, le wokisme, on en perçoit très souvent, en tout cas dans les médias, et notamment de ce côté-ci de la Manche, des versions assez caricaturales, parce que là aussi, tout dépend ce que vous appelez wokisme. Quand vous essayez d'avoir une approche... En gros, le wokisme, c'est l'enfant des cultural studies, des post-colonial studies, des subaltern studies, de l'écoféminisme. Enfin, c'est l'enfant de la fin de cela. Donc, et en revanche, comme dans tout grand mouvement, bah oui, je pense que vous avez des vrais renversements, voire des délires de persécution, etc. Des mouvements très très radicaux à l'intérieur du wokisme, ce qui confine à quelque chose de surréaliste, des censures délirantes, enfin qui sont l'antithèse d'une expression digne de ce nom, d'une rationalité publique, etc. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là aussi, si vous voulez, il n'y a pas le wokisme qui est un seul tout et même tout. J'ai une vision plus ambivalente, on va dire, du wokisme, ambivalente au sens où je vois qu'il y a une volonté de parler, mais je pense qu'on voulait prendre la parole tout de suite ou juste après. Bon, donc ça c'est un premier point. Sur la question des écrans, des portables, etc., ben, c'est comme toujours. C'est-à-dire que l'enjeu, et peut-être que Jean-Michel Beignet dira quelque chose là-dessus, parce que je pense que les travaux qu'il a fait, notamment autour du numérique, de la technique, etc., d'emblée, c'est absolument pas antinomique. Absolument pas. C'est toute la question demain, justement, de produire des agencements entre, d'un côté, cette technologie, ces écrans, etc., et puis, bien évidemment, nos capacités de symbolisation et d'articulation, et c'est ça qui a à penser demain. Le problème, c'est que très souvent, l'un se substitue à l'autre, pour des raisons multiples, soit d'ignorance, soit de précarité, soit de confort, etc., soit d'angoisse, parce que c'est un monde très anxiogène, et bien évidemment l'activation du circuit de la récompense par tous ces systèmes, c'est ce que je vous disais, dans dénarcissation, renarcissisation, bah, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide, si vous voulez, d'avoir quelque chose qui vient compenser une décompensation qui est enclenchée pour X et X raisons avec de la technique. Alors c'est beaucoup moins pertinent sur le long terme, mais à l'instant T, c'est plus rapide. Jacques Toubon, ancien défenseur des droits. Vous avez dit quelque chose il y a quelques minutes. L'état de droit doit produire les conditions de prévention du ressentiment. Vous pouvez nous dire quelles sont ces conditions de prévention du ressentiment que produit l'état de droit? Parce que c'est une phrase qui me, comment dirais-je, dont j'attends beaucoup. si vous la déclinez. Tout le monde attend beaucoup de cela. Non, mais vous avez raison. C'est des phrases un peu, trop faciles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire tout d'un coup des choix collectifs absolument lourds sur éducation et soins. Donc, si vous voulez, c'est ça. C'est pas plus révolutionnaire que ça. C'est malgré tout ce qu'on tente de faire. Hein. Je veux dire par là que la démocratie, c'est l'aventure de cette histoire-là. C'est comment on crée des conditions de possibilité pour qu'un sujet ait le désir de maintenir un rapport étroit avec ce que l'on appelle la liberté. C'est ça, la démocratie. Vous avez un désir de loi,
suspect. Non, mais en tout cas, ça peut être bien évidemment, oui, mais c'est très compliqué, comment on l'écrit, si vous voulez. Mais donc, en tout cas, elle doit, c'est son, si on voulait faire une métaphore un peu analytique, c'est son surmoi, si vous voulez. Le surmoi démocratique, c'est celui-là. Donc, et au moins, et d'ailleurs, si aujourd'hui il y a une telle, notamment crise de confiance, etc., c'est que ce surmoi démocratique n'est plus identifié, si vous voulez, et qu'il y a une crise de confiance sur le fait que la démocratie se dessaisit d'être le garant de cette histoire-là, notamment. Bah, disons que chacun a le sentiment qu'il est lui seul responsable des conditions, et ça, c'est pas tenable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est tenable, si vous voulez, cliniquement, mais c'est pas tenable sur le long terme, parce que vous allez mettre en place une armée comment dire, de ressentimisme. Donc il faut que c'est toute la valeur d'un régime politique de défendre cette idée-là. Donc c'est deux tensions. Et vous pensez à... D'identité qui se développe aujourd'hui sur la Terre. Oui, en tout cas, si vous voulez, là aussi, on a, comme souvent, une définition de l'identité qui est une définition. Il y a il y a un livre magnifique qui est sorti dernièrement de Romano sur l'identité et qui rappelle à quel point, en fait, l'identité, c'est voilà, qui renvoie à l'identité narrative, notamment de Ricoeur, etc. Mais on a une vision terriblement fixée et donc nécessairement ressentimiste de l'identité qui n'est en fait qu'une puissance de mouvement, qui n'est qu'une puissance relationnelle. Ça revient à ce que vous disiez du mouvement tout à l'heure. Oui. Voilà. Et donc c'est vrai que bon. On a encore 6 minutes. Bonjour, Angelina Tessier, donc je travaille dans la fonction publique dans le secteur de l'éducation. Et j'avais une question qui fait le lien avec ce qui vient d'être dit un peu justement sur l'identité. Est-ce que vous voyez un lien de causalité entre le sentiment d'humiliation et le sentiment ressentimiste? Ou en tout cas, est-ce que l'humiliation peut être un terreau, à la fois l'humiliation ressentie collectivement et individuellement, au sentiment ressentimiste? J'ai pas compris, j'ai pas entendu le nom d'uni. L'humiliation. Ah, l'humiliation, voilà, d'accord. Bah, c'est très clairement souvent ce qui est dit, oui. Mais là aussi, si vous voulez, les délires de persécution et les délires d'humiliation, il faudrait vérifier qu'est-ce qui se cache derrière les notions d'humiliation. Mais malgré tout, encore une fois, on est dans un monde très clairement, en tout cas dans les sociétés occidentales, etc., où vous avez un sentiment d'être offensé, humilié, déclassé, que sais-je. Enfin, il y a toute une série de vocables pour raconter ce que moi j'appelle la dénarcissisation. Bon. Et très clairement, vu que le ressentiment est un trouble narcissique, oui, c'est directement lié à cela. Non, la question de l'intérêt général, c'est un point essentiel parce que c'est vrai que nous ne produisons plus aujourd'hui véritablement de grands récits autour de cette notion-là. Et on va dire qu'un des récits qui semble être accepté notamment par la nouvelle génération et qui malgré tout est un vrai récit d'intérêt général. Alors après on peut le désavouer, que sais-je, c'est celui du réchauffement climatique, etc. C'est-à-dire l'agenda universel dans un langage latourien, la condition terrienne. C'est très intéressant de voir que on dit souvent que voilà, qu'il y a une crise de l'universel, mais en même temps, l'universel, il a pris l'habit de cette condition terrienne.
Bon, et qui quand même est assez défendu par les nouvelles générations. Alors encore une fois, c'est plus atomisé que cela, bien évidemment, mais quand même, avec un rapport, en gros, un lien important à restaurer entre ce que je dirais le contrat social et la nature, et le fait de relier la justice sociale et la justice environnementale. Donc ce discours-là, il est de facto, malgré tout, sur une question d'intérêt général, puisqu'il n'a de sens qu'au niveau planétaire. Donc, et ça, c'est quelque chose qui va quand même grandement modifier la manière dont le lien va se penser aux souverainetés nationales, parce que ça vient quand même être au-delà des frontières nationales. Donc malgré tout, ce narratif-là, ça me paraît important et il maintient un rapport à l'intérêt général. Bien, Cynthia, nous regrettons que tu doives nous quitter si tôt, mais nous ne t'en voulons pas. Nous sommes sans ressentiment. Sans ressentiment aucun. Pardon à ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, qu'ils n'hésitent pas à nous la transmettre dans les minutes qui suivent ou à nous envoyer par mail. Cynthia, pour sa punition, aura à charge de leur répondre par écrit dans la plaquette que nous publierons bientôt. Merci à tous d'être venus et surtout merci à Cynthia.